Que se passe-t-il quand le conflit le plus marquant du monde rencontre le style brut du cinéma des années 70? Vous obtenez des récits de guerre qui ressemblent moins à des leçons d'histoire et plus à des coups de poing cinématographiques. Ce ne sont pas juste des films sur les uniformes et la stratégie, ce sont des études de personnages, des expériences surréalistes et parfois du pur chaos filmé. Certains sont devenus des favoris cultes, d'autres ont disparu dans la masse. Les titres que nous avons sélectionnés prouvent que les années 70 avaient encore beaucoup de punch. Overlord, 1975. Imaginez mêler des images de combats réels à une histoire fictive, si bien qu'on ne distingue plus la fin de l'histoire du début du cinéma. C'est exactement ce que fait Overlord. Réalisé par Stuart Cooper, le film suit un jeune soldat britannique nommé Tom, arraché à sa vie civile et plongé dans le tourbillon de l'entraînement, de la préparation et, finalement, du débarquement. À la différence de nombreux films de guerre de son époque, Overlord ne mise pas sur les discours héroïques ou les scènes d'action spectaculaires. Au lieu de cela, il est intime, tout en retenue, et d'une humanité absolument bouleversante. Ce qui le rend inoubliable, c'est l'utilisation de documents d'archives du Imperial War Museum. Vous ne regardez pas seulement des acteurs défiler et s'exercer, mais des images réelles de parachutistes embarquant dans des avions, de navires se regroupant et le chaos de la bataille. L'effet est étrange, presque fantomatique, comme si Tom marchait directement dans les souvenirs préservés de ceux qui l'ont réellement vécu. La photographie, filmée dans un noir et blanc saisissant, ne fait qu'accentuer la qualité intemporelle du film. Plutôt que de nous présenter des héros et des méchants clairs, Overlord nous invite à nous mettre dans la peau d'un jeune homme ordinaire, pris dans quelque chose qui le dépasse largement. Ce n'est pas seulement la guerre, c'est la jeunesse, la fragilité et l'inéluctabilité. Les critiques de l'époque ne savaient pas comment le classer. Trop réaliste pour être de la pure fiction, trop artistique pour être un simple documentaire. Mais des décennies plus tard, Overlord est considéré comme l'un des films de guerre les plus audacieux de son époque. Il ne glorifie pas, il ne moralise pas, il s'attarde, nous rappelant que l'histoire n'est pas juste des dates dans un livre. Ce sont des vies humaines, fragiles et éphémères. La dernière évasion, 1970. Les films de prisonniers de guerre montrent souvent des évasions astucieuses, mais peu parviennent à capturer la tension insoutenable aussi bien que la dernière évasion. Avec George Maharis et Ben Gazzara, ce joyau méconnu nous plonge dans une audacieuse tentative d'évasion à la toute fin de la guerre. Ce qui le distingue, c'est son mélange de thèmes d'évasion classiques avec un rythme effréné qui maintient la pression sur les personnages et les spectateurs. Le film présente un groupe de prisonniers alliés qui doivent trouver un moyen de s'échapper avant d'être transférés plus profondément en territoire ennemi. Dès le premier acte, on est plongé dans une atmosphère de suspicion, de double jeu et d'une urgence désespérée. Bien qu'il ne puisse pas se vanter du même budget ou des mêmes stars que la grande évasion des années 60, il compense par sa détermination et son intensité. Maharis offre une performance solide en leader déterminé, tandis que Gazzara apporte son intensité caractéristique. Leur alchimie ajoute de la profondeur à la dynamique, rendant l'histoire moins axée sur l'ingéniosité d'un seul homme et davantage sur le travail d'équipe face à des obstacles insurmontables. Contrairement aux grandes productions hollywoodiennes, The Last Escape ne se noie pas dans le spectacle. Au lieu de cela, il se nourrit de petits détails, de messages codés, de tunnels cachés et de moments fugaces de confiance entre des hommes qui savent que l'échec signifie la fin de tout. Bien que n'étant pas un succès commercial retentissant, le film a tranquillement acquis une réputation auprès des fans de thrillers de guerre comme une œuvre épurée, axée sur le suspense, qui tient toujours la route des décennies plus tard. C'est un rappel qu'il ne faut pas toujours des explosions ou des épopées grandioses pour un récit à enjeux élevés. Parfois, une tension claustrophobique suffit. Tora, 1970. Peu de films se sont attaqués à Pearl Harbor avec une telle envergure et une telle précision que Tora, sorti en 1970. Cette ambitieuse coproduction a divisé sa narration entre les points de vue américains et japonais en faisant l'une des représentations les plus équilibrées de l'infâme attaque jamais filmée. Du côté américain, le réalisateur Richard Fleischer a traité les retards bureaucratiques de la préparation, les avertissements des renseignements et les sous-estimations militaires. Du côté japonais, Kinji Fukasaku et Toshio Masuda ont apporté leur propre vision, ancrant l'histoire dans une planification méticuleuse et une nuance culturelle. Cette double perspective était novatrice pour l'époque, offrant au public une chance rare.
Chance de voir les deux facettes de l'histoire avec la même importance. Ce qui fait que le film se démarque encore aujourd'hui, c'est son recours aux effets pratiques. Pas de raccourcis numériques, juste de vrais avions, des décors massifs et des explosions soigneusement mises en scène. La séquence d'attaque finale reste époustouflante, non seulement pour son spectacle, mais pour la façon dont elle capture le chaos, aussi bien au sol que dans les airs. Il a remporté un Oscar pour ses effets visuels, et il méritait amplement cette reconnaissance. Les critiques à sa sortie étaient mitigées, certains le jugeant trop clinique, d'autres louant son authenticité. Au fil des décennies cependant, sa réputation n'a fait que grandir. Contrairement aux dramatisations ultérieures qui penchaient vers le mélodrame, Tora s'en tient aux faits, montrant comment une cascade d'erreurs de calcul a conduit à l'un des moments les plus choquants de l'histoire. Pour quiconque cherche un film de guerre qui équilibre l'histoire et l'art cinématographique, cela reste un visionnage essentiel. La bataille de la Soudjeska, 1973. Épique, ambitieux et débordant d'une authenticité locale, la bataille de la Soudjeska est le cinéma yougoslave à son apogée. Ce film dramatise la bataille historique de 1943 où les partisans, menés par Josip Broz Tito, ont affronté des forces accablantes, mais ont refusé de céder. Avec Richard Burton interprétant le rôle de Tito, le film a attiré l'attention internationale, mélangeant le pouvoir des stars d'Hollywood au récit yougoslave. La production elle-même était massive. Des milliers de figurants ont été utilisés pour recréer l'ampleur de la bataille, et le terrain accidenté des Balkans a donné au film un sentiment viscéral du lieu que les décors de studio n'auraient jamais pu égaler. Ce n'était pas qu'un film, c'était une déclaration nationale, montrant la résilience des combattants yougoslaves face à des obstacles insurmontables. La prestation de Burton dans le rôle de Tito est fascinante. Bien qu'il ait parfois eu du mal avec l'accent, son charisme a porté le rôle. On perçoit son engagement à dépeindre Tito, non seulement comme un chef, mais comme un symbole de défi. Les acteurs secondaires, en grande partie locaux, ajoutent de l'authenticité, ancrant le spectacle dans l'expérience vécue. Les critiques occidentaux l'ont souvent rejeté comme de la propagande, mais ils ne pouvaient ignorer l'ampleur et la sincérité de la production. Pour les publics de Yougoslavie et d'Europe de l'Est, la bataille de la Soudjeska représentait bien plus qu'un simple divertissement. Elle constituait une part essentielle de leur identité culturelle. Bien que n'étant pas aussi internationalement célébrée que des films comme Patton ou Un pont trop loin, ce long métrage mérite amplement d'être reconnu pour son immense portée et sa force émotionnelle. C'est un rappel que les histoires de la Seconde Guerre mondiale n'appartenaient pas uniquement à Hollywood. Parfois, les épopées de guerre les plus marquantes venaient des paysages mêmes où ces batailles furent livrées. L'Aigle s'est envolé, 1976. Et si des commandos allemands avaient tenté d'enlever Winston Churchill pendant la guerre? C'est là toute la prémisse audacieuse qui se cache derrière le film L'Aigle s'est envolé. Réalisé par John Sturges, le même homme qui nous a offert La Grande Évasion, ce thriller met en vedette Michael Caine et Robert Duvall. Ils y mènent une mission qui, sur le papier, semble complètement invraisemblable, mais qui se déroule avec une tension absolument surprenante. Dès le tout début, le film se démarque en choisissant de mettre en lumière ce que l'on appelle le soi-disant ennemi. Le personnage de Caine n'est pas dépeint comme une simple caricature, mais comme un soldat professionnel, pris dans une mission particulièrement dangereuse. Donald Sutherland apporte une énergie imprévisible en tant qu'agent irlandais excentrique, tandis que Jenny Agutter offre de la chaleur dans une intrigue secondaire qui adoucit les aspérités. La première moitié se construit lentement, se concentrant sur la planification minutieuse et l'infiltration. Mais une fois que la mission démarre, le film offre des éclairs vifs de suspense et d'action. Le décor champêtre anglais se transforme en échiquier où chaque coup compte et la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Dans les coulisses, Sturges était, paraît-il, assez désengagé, reconnaissant qu'il portait plus d'intérêt à ses passe-temps qu'à la création cinématographique à cette époque. Pourtant, même dans ces conditions, le film s'est avéré être un thriller intense et passionnant qui a été très bien reçu par le public. Il est devenu l'un des succès surprises de la décennie, prouvant qu'une histoire à concept fort et hypothétique pouvait encore captiver les imaginations. L'Aigle s'est envolé n'a peut-être pas le poids historique de certains de ses pairs, mais il est divertissant, intelligent et bien mieux conçu qu'il n'aurait dû l'être. Dans le paysage encombré des films de guerre des années 70, celui-ci s'élève toujours au-dessus du lot. Raid sur Rommel, 1971. Si vous avez toujours voulu voir Richard Burton en tenue du désert, menant une mission de sabotage audacieuse, Raid sur Rommel comble parfaitement cette envie. C'est l'un de ces films d'aventure épurés et directs qui n'essaie pas de
réinventer la roue, mais parvient quand même à vous tenir en haleine. Burton incarne un officier à la tête d'une unité commando déguisée, chargée de paralyser les lignes d'approvisionnement en Afrique du Nord. La production a réutilisé une quantité surprenante d'images d'archives de films de guerre antérieurs, notamment Tobruk. Sur le papier, cela ressemble à un raccourci, et d'une certaine manière, c'en est un. Mais le montage astucieux et la narration originale ont réussi à tout lier, créant quelque chose qui semble bien plus grand en ampleur que ce que le budget ne permettait réellement. Ce qui le rend amusant, ce n'est pas que la mission, mais la façon dont le film embrasse son énergie à l'ancienne. On a des traversées tendues du désert, des embuscades surprises et un final sous pression qui mise tout sur le spectacle. Burton, même dans un rôle que les critiques ont parfois jugé paresseux, domine toujours l'écran. Sa présence bourrue donne au film plus de poids qu'il n'en aurait eu avec un acteur moins bon. Il n'est pas aussi peaufiné ou nuancé que certains des grands succès de la décennie, mais il y a un charme dans ses aspérités. Pour les fans de films de guerre de matinée du samedi, Raid sur Rommel offre ce mélange direct d'action et d'ambiance. Il n'essaie pas d'être Patton. Son objectif est de divertir le public, et dans cette mission, il réussit pleinement. Murphy's War, 1971. Pater O'Toole se battant contre un sous-marin échoué pourrait sembler une prémisse étrange, mais c'est ce qui rend la guerre de Murphy inoubliable. Réalisé par Peter Yates, le film est centré sur Murphy, un mécanicien irlandais qui survit au naufrage de son navire et se retrouve animé par une obsession dévorante, se venger de l'équipage du sous-marin qui en est la cause. Contrairement à de nombreux films de guerre qui s'attardent sur les armées et les généraux, cette histoire se concentre sur la détermination d'un seul homme. O'Toole donne à Murphy une énergie agitée et imprévisible. On ne sait jamais vraiment si c'est du courage ou de la folie qui se déploie. Sa mission est moins une stratégie qu'une pure détermination personnelle. La cinématographie sublime magnifiquement cette sensation d'isolement. De vastes plans de jungle luxuriante, de fleuves impétueux et de ciel infini donnent au combat de Murphy une dimension à la fois épique et désespérée. Le casting secondaire, avec des acteurs tels que Philippe Noiret et Sian Phillips, apporte des performances ancrées dans la réalité qui contrebalancent la fougue quasi fiévreuse d'O'Toole. Les critiques, quant à elles, furent divisées. Certains y ont vu une étude de caractère brute et réaliste, tandis que d'autres estimaient qu'il basculait trop dans l'obsession. Mais on ne peut nier son originalité. La guerre de Murphy ne suit pas les schémas habituels d'un film de guerre. Au lieu de cela, il demande ce qui se passe quand le conflit devient la vendetta personnelle d'un seul homme. Le résultat est un récit atmosphérique envoûtant qui persiste longtemps après le générique. Slaughterhouse-Five, 1972. Seules les années 70 pouvaient faire d'un film sur la Seconde Guerre mondiale une méditation surréaliste de science-fiction sur le destin. C'est Abattoir 5, l'ambitieuse adaptation de George Roy Hill du roman révolutionnaire de Kurt Vonnegut. Au fond, il s'agit de Billy Pilgrim, un soldat qui survit au bombardement de Dresde pour ensuite se retrouver hors du temps, naviguant entre son passé, son présent et son futur imaginé. Les séquences du bombardement de Dresde sont terrifiantes par leur crudité. Au lieu d'un spectacle exagéré, le film utilise des images sobres et obsédantes pour dépeindre la dévastation. Mais ce n'est qu'une facette. L'histoire s'enfonce de plus en plus dans la vie de Billy, avant et après, montrant comment le traumatisme déforme la perception. Puis, il passe à ses prétendues rencontres avec des extraterrestres, donnant à tout le film une qualité onirique et désorientante. Michael Sachs, dans son unique rôle principal, incarne Billy avec une mélancolie détachée qui devient presque hypnotisante. Des acteurs secondaires tels que Valerie Perrine et Ron Leibman contribuent à ancrer la narration fluctuante, mais c'est la mise en scène de Hill qui empêche cette structure ambitieuse de s'écrouler. Le film a laissé perplexe une partie du public à sa sortie. S'agissait-il d'un drame de guerre, d'une fantaisie ou des deux? Mais au fil du temps, il a été célébré comme une expérience audacieuse qui a su capter l'essence de la vision de Vonnegut bien au-delà de ce qu'on croyait possible. Slaughterhouse-Five n'est pas seulement un film de guerre. C'est un rappel important que le conflit ne prend pas fin quand les tirs cessent. Il résonne dans la mémoire, le traumatisme et l'imagination. Rares sont les films de cette époque qui osaient être à la fois si étranges et si profonds. L'homme au stand de verre, 1975. Tous les films sur la Seconde Guerre mondiale des années 70 ne se déroulaient pas sur les champs de bataille. Certains se sont déroulés directement dans les tribunaux, et L'homme au stand de verre est l'un des exemples les plus saisissants, adapté de la pièce de Robert Shaw et Reilly.
réalisé par Arthur Hiller, avec Maximilian Schell dans un rôle d'une intensité remarquable qui lui a valu une nomination aux Oscars. L'histoire tourne autour d'un riche industriel juif de New York, soudainement accusé d'être un criminel de guerre nazi déguisé. Il est arrêté et jugé, où son identité et son passé sont disséqués avec une précision douloureuse. Le génie du film réside dans son ambiguïté. On n'est jamais tout à fait sûr de ce qui est réel et de ce qui est une performance jusqu'à la toute fin. Schell est magnétique. Ses monologues au tribunal passent de la rage à l'esprit, puis au désespoir, d'une manière qui vous captive entièrement. Chaque mot donne l'impression de pouvoir faire basculer l'équilibre. Le film ne s'appuie pas sur des séquences d'action, mais plutôt sur une tension psychologique, et cela fonctionne, car l'écriture et l'interprétation sont d'une telle force. Certains critiques l'ont trouvé trop théâtral, reflétant ses origines cyniques, mais d'autres l'ont salué comme une exploration audacieuse de la culpabilité, l'identité et la justice à l'ombre de la guerre. Il n'a peut-être pas un attrait grand public, mais en tant que pièce de chambre sur les cicatrices persistantes de la Seconde Guerre mondiale, il est inégalé. Pour les spectateurs qui aiment les récits de guerre imprégnés de philosophie et d'énigmes morales, L'homme au masque de verre est un visionnage essentiel. Le dossier Odessa, 1974. Toutes les histoires de guerre ne se terminent pas quand les combats cessent, et le dossier Odessa le prouve. Adapté du roman à succès de Frederick Forsyth, ce thriller nous plonge dans le monde sombre d'anciens officiers nazis qui ont réussi à se forger de nouvelles identités après la guerre. Jon Voight interprète Peter Miller, un journaliste allemand qui découvre par hasard un journal intime qui l'entraîne dans une quête périlleuse pour le réseau secret connu sous le nom d'Odessa. Ce qui rend ce film si captivant, c'est son mélange unique de suspense d'enquête et de règlement de compte de l'après-guerre. Plutôt que de se concentrer sur le champ de bataille, il explore l'influence persistante de l'idéologie et la question cruciale de la responsabilité, des décennies plus tard. Le périple de Miller le conduit à travers un labyrinthe de dissimulation, de complots et de rencontres glaçantes, avec des hommes déterminés à enterrer le passé à tout prix. Réalisé par Ronald Nehem, le film parvient à équilibrer ses mécanismes de thriller avec une atmosphère saisissante. Les rues grises de Hambourg, les bureaux sombres et les confrontations tendues créent une ambiance qui semble à la fois contemporaine et hantée par l'ombre de la guerre. Voight offre l'une de ses interprétations les plus sous-estimées, incarnant Miller, à la fois déterminé et vulnérable, un homme dépassé par les événements mais qui refuse d'abandonner. Lors de sa sortie en salle, les critiques ont salué le rythme haletant du film et sa volonté d'aborder des questions dérangeantes. Bien que l'action se déroule techniquement dans les années 60, son essence même est liée à la Seconde Guerre mondiale, aux crimes qui y ont été commis, aux routes d'évasion qui furent empruntées et aux conséquences obsédantes qui sont restées sans solution. Pour les spectateurs d'aujourd'hui, le dossier Odessa demeure un rappel percutant que les échos de cette guerre ne se sont pas estompés avec les années 40. Ils ont persisté, ont refait surface et ont exigé d'être affrontés. Winter Soldier, 1972. Parfois, les films de guerre les plus percutants ne viennent pas des studios d'Hollywood, ils viennent de témoignages. Winter Soldier est l'un de ces rares documentaires qui recueillent des voix brutes sur le conflit. Et bien que son objectif principal soit l'ère du Vietnam, il est souvent regroupé avec les rétrospectives de la Seconde Guerre mondiale, en raison de la profondeur avec laquelle il aborde la moralité, la mémoire et la responsabilité. Le film présente une série d'anciens combattants partageant leurs expériences, brutes et sans phare. Il n'y a pas de scène de bataille mise en scène, pas de star hollywoodienne, juste une honnêteté crue. Ce qui le relie à la tradition de la Seconde Guerre mondiale, c'est la façon dont il force le public à réfléchir au fardeau que portent les soldats bien après la fin des combats. Les questions soulevées sur la responsabilité, l'obéissance et l'humanité sont les mêmes que celles suscitées par Nuremberg et les échos des années 40. Pour le public du début des années 70, ce n'était pas un spectacle facile à regarder. Ce n'était pas du divertissement, c'était une confrontation avec la vérité, exprimée directement face à la caméra par les personnes qui l'avaient vécu. Certains ont salué son courage. Certains l'ont écarté, le trouvant trop cru ou trop politique. Cependant, on ne peut absolument pas nier son impact. Bien qu'il soit moins conventionnel que d'autres titres de cette liste, Winter Soldier mérite d'être reconnu pour avoir élargi la discussion sur ce qu'un film de guerre peut véritablement être. Cela démontre que l'héritage des conflits ne se limite pas à être consigné dans les livres d'histoire ou à être recréé par des effets spéciaux. Il perdure dans la mémoire, dans les témoignages et dans le poids moral que portent ceux qui reviennent.
Évasion à Athéna, 1979. Que se passe-t-il quand un film de guerre décide de mêler des enjeux graves à l'esprit des années 70? C'est Évasion à Athéna. Situé en Grèce occupée, le film met en scène Roger Moore dans le rôle d'un commandant de camp, moins surveillant cruel et plus un trafiquant opportuniste. Dans ce mélange arrive un groupe hétéroclite de prisonniers complotant non seulement leur liberté, mais aussi le vol de trésors cachés. Le ton est radicalement différent de nombreux autres films de guerre de la décennie. Au lieu d'une détermination implacable, il penche vers l'énergie d'un film de braquage avec de légères touches comiques équilibrant la tension. Moore déploie son charme légendaire, prenant un plaisir évident à un rôle qui lui permet de jouer le séducteur et le fourbe. Des acteurs secondaires comme Telly Savalas et Elliot Gould ajoutent une puissance de star, rendant le film vivant même quand l'intrigue zigzague. Les critiques étaient divisés, ne sachant pas si le film voulait être une histoire de guerre sérieuse ou une farce ironique. Mais ce mélange est exactement ce qui lui a donné son attrait culte plus tard. Pour les spectateurs habitués aux représentations plus sombres, Escape to Athena offrait quelque chose de rafraîchissant. Un rappel que même dans les contextes les plus difficiles, les gens cherchaient des moments de légèreté, de survie, et parfois de cupidité. Il n'atteint peut-être pas la gravité de Patton ou de Croix de Fer, mais il offre un pur divertissement avec une touche de guerre. Si vous cherchez une œuvre plus légère et audacieuse pour contrebalancer les grands succès plus lourds de la décennie, celui-ci mérite vraiment d'être revu. La Croix de Fer, sorti en 1977. S'il y a un film qui déchire complètement le mythe de la gloire au combat, c'est bien La Croix de Fer de Sam Peckinpah. Mettant en vedette James Coburn, James Mason et David Warner, c'est un portrait brutal et sans concession des soldats allemands sur le front de l'Est. Au lieu de romancer, il plonge dans le cynisme, la trahison et la survie dans une guerre qui n'offre aucune victoire facile. Coburn incarne le sergent Steiner, un soldat aguerri mais épuisé, qui s'oppose constamment à son officier aristocrate incarné par Maximilian Schell. C'est leur dynamique qui fait avancer l'histoire, Steiner se battant pour la vie des hommes à ses côtés, le personnage de Schell luttant pour les médailles et le prestige. Cette tension explose en conflit non seulement avec l'ennemi, mais aussi au sein de leur propre rang. Peckinpah, connu pour La Horde sauvage, apporte son ralenti intense et caractéristique aux scènes de bataille. Les explosions déchirent l'écran, mais ce qui persiste vraiment, c'est l'épuisement et la désillusion sur les visages des soldats. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de ne pas s'effondrer avant que tout ne s'écroule autour de vous. À sa sortie, La Croix de Fer a choqué le public. Certains critiques ont estimé qu'il était allé trop loin. D'autres l'ont salué comme l'une des représentations de guerre les plus honnêtes jamais filmées. Même le légendaire réalisateur Orson Welles l'aurait qualifié de meilleur film de guerre depuis À l'Ouest, rien de nouveau. Pour quiconque pense que le cinéma de guerre doit dissiper les illusions et montrer la dure réalité, La Croix de Fer demeure essentielle. Ce n'est pas confortable, mais c'est précisément le but. Un pont trop loin, 1977. Parfois, la guerre n'est pas une question de glorieuse victoire. Il s'agit de plans ambitieux qui s'effondrent sous leur propre poids. C'est le cœur de Un pont trop loin, la reconstitution grandiose par Richard Attenborough de l'opération Market Garden, la tentative audacieuse mais vouée à l'échec des Alliés pour s'assurer des ponts aux Pays-Bas en 1944. L'ampleur de ce film est stupéfiante. Il réunit l'une des distributions les plus prestigieuses de la décennie. Sean Connery, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins, Gene Hackman et Laurence Olivier, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque acteur incarne un aspect différent de l'opération, qu'il s'agisse des parachutistes au sol, des généraux élaborant des stratégies, ou des habitants pris entre deux feux. Attenborough ne laisse aucun détail de côté. Il se plonge dans la logistique, la politique et le lourd tribut humain, montrant non seulement la bravoure de ceux qui y ont participé, mais aussi les erreurs et l'excès de confiance qui ont conduit à la catastrophe. Le film ne se précipite pas. Le film prend son temps pour poser les bases et les enjeux, avant de plonger les spectateurs dans des scènes de bataille aussi chaotiques qu'époustouflantes. À sa sortie, les critiques étaient divisées. Certains le trouvaient trop long ou trop détaillé, tandis que d'autres le saluaient comme un accomplissement monumental du cinéma historique. Au fil du temps, il a été reconnu comme l'une des épopées de guerre les plus complètes et ambitieuses des années 70. Loin de là, n'offre pas au public une victoire facile. Au lieu de cela, il vous force à assister à l'effondrement d'un grand plan.
Encore une fois, nous rappelons que même les meilleures intentions peuvent vaciller sous le poids de la réalité. C'est un film lourd, vaste et inoubliable. Holocauste 2000, 1977. À première vue, on ne s'attendrait peut-être pas à ce que Holocauste 2000 figure sur une liste de films de guerre. Mais regardez de plus près et vous comprendrez pourquoi il y a sa place. Réalisé par Alberto De Martino et avec Kirk Douglas, c'est une sombre allégorie qui utilise les échos de la Seconde Guerre mondiale pour raconter une histoire de destruction, de pouvoir et de la peur de l'humanité de répéter le passé. Douglas incarne un puissant industriel qui en vient à être convaincu qu'une catastrophe imminente est liée à un gigantesque projet de construction. Le film mêle thriller politique et vision apocalyptique, utilisant souvent des images et des dialogues qui font directement référence aux atrocités de guerre et aux dangers d'une autorité sans limite. Certains publics l'ont jugé trop sensationnel, d'autres y ont vu une tentative audacieuse de lier les horreurs passées aux angoisses actuelles. L'ombre de la Seconde Guerre mondiale plane lourdement sur le récit, même lorsque le cadre semble moderne. C'est ce qui en fait un ajout inhabituel mais fascinant ici. Cela montre comment l'héritage de la guerre a influencé non seulement les films de guerre traditionnels, mais aussi les thrillers paranoïaques des années 70. Kirk Douglas, toujours magnétique, est le pilier de l'histoire, avec une intensité remarquable. Sa prestation parvient à ancrer les aspects les plus extravagants, rappelant aux spectateurs que sous le spectacle se cache un avertissement très réel. L'histoire a cette façon de résonner, parfois quand on s'y attend le moins. Ce n'est peut-être pas l'entrée la plus classique de cette sélection, mais Holocauste 2000 démontre que le spectre de la Seconde Guerre mondiale était omniprésent dans le cinéma des années 70, même dans ses recoins les plus inattendus. Et c'est ainsi que nous concluons ces 15 films sur la Seconde Guerre mondiale des années 70 qui prouvent que cette décennie n'a jamais été à court d'histoire à raconter. Des voyages surréalistes comme Abattoir 5 à la dureté brute de la Croix de Fer, ces films montrent comment les cinéastes ont continué à réinventer l'histoire à l'écran. Lequel de ces films est votre préféré? Et lequel mérite plus de reconnaissance? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Et n'oubliez pas, l'histoire perdure à travers les récits que nous continuons de regarder.